Notre caravane, achetée en 1964, allait nous permettre de partir en vacances un grand mois durant la période estivale. Nous avions pris une licence au GCU. Le GCU est une association régie par la loi 1901, créée en 1937 par quelques militants de la MAAIF, devenue depuis la MAIF. Cette adhésion comportait des avantages et des inconvénients. Principaux avantages, le prix d'adhésion était modique et le prix de séjour dans les terrains labellisés GCU était également très avantageux. Cela permettait de camper de longues semaines sans se ruiner. Le GCU avait de nombreuses implantations réparties sur tout le territoire. Le maillage était tel que l'on était assuré de trouver un point de chute proche des lieux que nous souhaitions découvrir. De nombreux terrains appartenaient à l'association. C'étaient ceux qui étaient le mieux équipés. Chaque année, le GCU éditait un guide très bien documenté, avec des cartes qui en facilitaient l'accès. Nombreux parmi les enseignants étaient ceux qui possédaient une caravane et nous apprécions ces plans. Ils évitaient bien des manœuvres dans des endroits quelquefois difficiles d'accès. Principaux inconvénients, nous nous retrouvions obligatoirement entre membres de l'éducation nationale. Quelquefois les camps étaient assez sommairement équipés. C'était surtout vrai pour les terrains qui n'étaient pas la propriété du GCU. Les installations qui existaient à cette époque ont certainement dû être améliorées. Les normes actuelles sont telles qu'elles ne permettraient pas de recevoir des campeurs aujourd'hui. Il existait une autre contrainte. Comme je viens de le dire, les tarifs étaient particulièrement attractifs. En échange, chaque campeur qui résidait au minimum une semaine dans le camp devait sacrifier une journée de sa présence pour assurer l'entretien de la base et l'accueil des arrivants. Chaque samedi, une réunion des adhérents présents se tenait dans la soirée. Il était de bon ton d'y assister. Au cours de ces assemblées, un responsable était élu et les différentes questions relatives à la bonne marche du camp étaient débattues. À cette époque, les réfrigérateurs de caravane n'existaient pas encore. Nous possédions des glacières. Chaque jour, il fallait les approvisionner en glace. Dans certains camps, un glacier passait et nous pouvions nous ravitailler. Nous achetions un quart ou un huitième de pain selon la taille de la glacière et cela permettait de tenir les aliments au frais. Parfois, nous devions aller nous-mêmes nous procurer cette glace en parcourant des dizaines de kilomètres. Nous prenions les commandes et l'un d'entre nous allait à tour de rôle chercher les pains de glace nécessaires à l'approvisionnement des campeurs. Ils étaient débités à l'arrivée et distribués à celles et ceux qui avaient passé commande. L'un des camps GCU où nous sommes allés plusieurs fois était situé à Neuvic-du-Sel, en Corrèze. Il avait l'avantage d'être situé au cœur d'une région touristique aux confins de l'Auvergne et du Limousin. Les balades en voiture étaient nombreuses. Il avait également l'avantage d'être situé au bord d'un lac. Nous pouvions nous y baigner. Il était en partie boisé. Cela permettait, en été, d'installer la caravane et les toiles de tente à l'ombre. Le camp GCU avait également une base nautique et des moniteurs, enseignants comme nous, dispensaient des cours de navigation. Le club nautique possédait une caravelle, un vaurien et 4 ou 5 mousses, ce qui permettait une bonne initiation à la voile. C'est là que j'ai pris goût à cette activité sportive. Cela m'a donné l'idée d'acheter un petit dériveur. Tout près d'Angoulême, un chantier de construction navale nommé La Prairie fabriquait des petits voiliers, des F. Je suis allé visiter le chantier et j'ai fait l'acquisition pour un prix modique d'un des modèles qui avait été déclassé. Il avait quelques malfaçons dans la coque. Cela ne l'empêchait pas de naviguer correctement. Il était soldé car invendable en l'état. Grâce à de la résine et du gel-coat, j'ai pu le réparer. J'ai même régaté avec ce bateau quelques années plus tard. Lors des séjours suivants à Neuvic, je faisais 2 allers-retours.
Au premier, je déposai la caravane, puis le lendemain, je retournai chercher le Zef et je rejoignai à nouveau le terrain de camping. Je pouvais ainsi, durant tout le séjour, me livrer au plaisir de la navigation sur le lac qui bordait le camp. Un jour où nous étions partis visiter la région, nous nous sommes arrêtés sur le parking qui surplombait le lac de Bord-les-Orgues. Après avoir admiré le paysage, au moment de repartir, je me suis aperçu que le véhicule avait été fermé et que les clés étaient restées engagées dans le Neyman du tableau de bord. Nous avions pris la mauvaise habitude de fermer les portières en manœuvrant les taquets avant de claquer la porte. Cette fois-là, suite à un oubli, nous étions bien embarrassés. Le second jeu de clés de la 404 Peugeot était resté à la caravane et nous ne pouvions pas ouvrir le véhicule. Un attroupement s'était formé autour de notre auto et chacun essayait de suggérer une solution. Nous étions en pleine nature, loin de toute habitation, bien en peine pour nous faire dépanner. C'est là que parfois la chance sourit. Une des personnes qui s'était approchée de l'attroupement s'enquit de la raison d'un tel rassemblement. « Je pense avoir la solution, nous dit-il après avoir observé la situation. » La fenêtre de la portière n'était pas complètement remontée dans son emplacement. Un léger espace laissait passer un filet d'air. « Je suis ingénieur au barrage, nous dit-il encore. Attendez-moi quelques minutes. Je vais descendre au barrage et je remonte avec une barre métallique pour tenter de faire redescendre le taquet de votre portière. » Effectivement, selon les voitures, ce taquet soit est relevé lors du verrouillage de la portière, soit au contraire il est poussé vers le bas. Dans le cas de la 404, il s'agissait bien de pouvoir le faire redescendre pour libérer le mécanisme de fermeture de la porte. L'attente nous parut bien longue. Nous espérions que ce monsieur ne nous avait pas abandonnés. Il finit par réapparaître avec une tige de fer qu'il avait préalablement préparée pour être opérationnelle. Il fallut tenter de baisser légèrement la vitre en glissant un tournevis entre le montant de la portière et la vitre afin de pouvoir glisser la tige métallique. Puis notre ingénieur l'introduisit, la fit basculer vers le bas, et après quelques essais infructueux, finit par appuyer fortement sur le taquet qui s'abaissa, libérant le verrouillage de la porte. Nous avons chaleureusement remercié notre sauveur. Celui-ci nous laissa la tige métallique en souvenir. Nous l'avons fixée sous le capot avant du véhicule pour un futur dépannage éventuel, tout en prenant la décision de ne plus fermer le véhicule sans l'utilisation de la clé de contact, afin d'éviter un nouvel incident. Par prudence, nous prîmes également la décision de toujours partir en emportant le double des clés. Les trajets en caravane nécessitaient une certaine attention. La conduite du véhicule en était affectée. Il fallait toujours anticiper. La caravane avait un système de freinage à inertie sur le timon. La manœuvre était rendue parfois délicate, surtout lorsque l'on se trouvait en descente. La prudence voulait que l'on évite d'appuyer sur la pédale de frein, sauf en cas d'extrême urgence. On réduisait la vitesse et on rétrogradait pour utiliser le frein moteur. Une fois je me suis laissé surprendre entre Poitiers et Tours et j'ai dû ralentir. La caravane est partie en lacet. Je n'ai pu réussir à la stabiliser qu'en accélérant brutalement afin de la remettre en ligne avec la voiture. Heureusement, la voie était libre devant moi et j'ai cessé d'accélérer seulement lorsqu'en bas de la descente j'ai pu entamer la montée qui suivait. Nous nous étions rétrospectivement fait une belle frayeur. À la suite de cet incident, j'ai installé un stabilisateur à l'arrière de la voiture sur l'attelage qui la reliait au timon de la caravane. Cela eut pour effet de rendre moins problématique l'équilibre de l'ensemble. Un jour, alors que nous approchions de Saint-Énimie en Lozère, la pente me parut si raide que j'ai engagé la première avant d'entamer la descente. On m'avait préalablement prévenu de la dangerosité de l'endroit. Parcourir cette descente en engageant la seconde n'aurait pas suffi. La déclivité était telle que le frein moteur n'aurait pas permis de ralentir le poids cumulé de la voiture et de la caravane.
On a pour habitude de dire qu'en voiture, on doit descendre sur le même rapport de vitesse que celui que l'on utilise en montée pour assurer une prudence maximum. Toutefois, un attelage exige un rapport inférieur, sous peine de faire chauffer les freins et de provoquer leur lâchage. En 1966, nous sommes allés en Allemagne, accompagnés de Sonia. Le voyage était prévu sur une durée de 3 jours. J'ai décidé de traverser la France un jour férié pour tenter d'éviter au maximum la circulation. Nous sommes partis le matin du 14 juillet des Rivières. En fin de journée, nous étions dans l'Est près de la frontière. Le résultat fut très concluant. Nous n'avions ce jour-là pratiquement rencontré aucun véhicule. Par la suite, lors de mes déplacements, je me suis toujours astreint à voyager de préférence un dimanche matin. Les grasses matinées des autochtones aidant, les routes ont toujours été parfaitement dégagées.